Bonsoir à tous, bienvenue pour le 23h dans l'actualité de ce dimanche 23 septembre 2018. Le ministre des Mines et de la Géologie s'est rendu dans le sud de la Côte d'Ivoire à Iré, où il a visité la mine d'or de Bonikro. Jean-Claude Kouassi a également inauguré le forage hydraulique dans cette même localité au profit des populations. Le Sud Comoé dispose désormais d'un centre de secours d'urgence. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a procédé à son inauguration. Ce centre va permettre de faire face aux cas de sinistres, notamment les accidents de la route. L'Iran a convoqué samedi 3 diplomates européens représentant le Danemark, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas après l'attentat lors d'un défilé militaire à Havas dans l'ouest du pays. L'attaque revendiquée par le groupe État islamique a fait au moins 29 morts. Merci de nous rejoindre pour cette édition. Le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi, a visité jeudi dernier la mine d'or de Bonikro dans la localité de Iré, dans le sud ivoirien. Il a aussi procédé à l'inauguration d'un forage hydraulique et à la pose de la première pierre pour l'extension du centre de santé urbain de Iré. Herman Yami. Pour sa première visite terrain, Jean-Claude Kouassi a choisi Afrique Gold Bonikro, une entreprise située à Iré dans la région du Logibwa. Le temps d'une série d'actions sociales menées par l'entreprise au profit des populations de la localité. Première étape, l'inauguration d'un forage hydraulique qui porte à 2 le nombre de forages réalisés par l'entreprise. Vous avez ici un forage de 111 mètres de profondeur. Dans ce forage, nous avons installé une pompe Grundfos, une dernière génération, qui débite 14 mètres cubes heure à 117 mètres. Notre souhait, c'est que justement l'eau, source de vie, soit toujours potable pour nos populations et nous ne pouvons que nous réjouir d'avoir de l'eau de grande qualité. Deuxième action, la pose de la première pierre pour l'extension des services du centre de santé urbain de Iré. Puis, installation du comité de développement local minier. Le comité de développement locaux miniers servent justement à ça, faire en sorte que le minier qui, par son exploitation, gagne de l'argent, retourne comme de juste une partie de cet argent pour faire du social et participer à la création de richesses au profit des riverains de la mine. À ces actions, il faut ajouter le financement d'activités génératrices de revenus, le reprofilage des voies et la réhabilitation et l'équipement du lycée d'Iré. Coût total des investissements, 2 milliards de francs CFA. Je crois que cela est fait pour le développement de notre région et nous en sommes très fiers. Quand on perd quand même sa terre, on a perdu tout. Il faudrait qu'en compensation, nous ayons un peu plus que cela. Ce sont en moyenne 3 tonnes d'or qui sont produites annuellement dans la mine d'or de Bonikro. Les perspectives sont bonnes pour cette entreprise qui a vu son permis d'exploitation renouvelé pour une période de 10 ans quand on sait que les réserves de la mine sont évaluées à plus de 25 tonnes d'or. Intéressons-nous à présent à la 4e réunion du bureau de la conférence des ministres africains sur la météorologie. Une rencontre initiée ici en Côte d'Ivoire par l'Organisation météorologique mondiale et la Commission de l'Union africaine. Elle vise la promotion des partenariats publics et privés, ainsi que le renforcement de l'appui du grand public et des autorités dans la conduite des actions régionales et nationales à travers la mobilisation des ressources. Abou Sanougou. La conférence des ministres africains en charge de la météorologie a permis un partage d'expériences et favorisé une coopération plus étroite au niveau de l'Afrique. Sur la table, les questions liées au changement climatique, d'où l'implication des parties prenantes dans le secteur de la météorologie. L'idée, faire face au changement climatique en réduisant ses conséquences sur la vie des populations. La Côte d'Ivoire souscrit à cette action, d'autant plus que le pays subit de plein fouet les effets du changement climatique. Nous subissons donc la dégradation aussi de nos côtes, l'avancée de la mer et qui ont également occasionné donc des pertes en vies humaines. Ces pertes en vies humaines peuvent être réduites par la veille météorologique.
Pour mener à bien la lutte contre le changement climatique, les pays africains doivent travailler en synergie, partager des informations et rechercher des partenaires financiers. Il faut renforcer les services météorologiques et climatiques. Il y a l'engagement de tous les gouvernements et aussi de nos partenaires. Bien sûr l'Union africaine, les communautés économiques régionales et nos partenaires financiers et techniques tels que l'OMM par exemple, Banque mondiale, Banque africaine de développement, non seulement pour la résilience, réduction des risques, mais pour le développement économique et social. Les 3 jours de rencontre ici avec les experts nous a promis de vraiment sortir avec une feuille de route pour l'exécution de tout ce qui est recommandation de nos chefs d'État au niveau de l'Union africaine. Pour ce faire, il est nécessaire de renforcer les capacités en s'investissant dans l'équipement des recherches météorologiques pour le développement de la météorologie. La 5e réunion de la conférence des ministres africains en charge de la météorologie aura lieu en 2019 en Égypte. Parlons environnement, le programme national de lutte contre les changements climatiques entend mettre en place un cadre institutionnel et réglementaire pour lutter efficacement contre ce phénomène. L'objectif est de mettre en œuvre les engagements pris par la Côte d'Ivoire lors de la COP21 à Paris. Grâce Kando. Le gouvernement ivoirien a pris des engagements lors de la COP21 à Paris en 2015. Il porte sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre à 28% d'ici à 2030, l'augmentation des énergies renouvelables et la réduction de l'érosion côtière. Mais la mise en œuvre de ces engagements piétine, faute d'un cadre institutionnel et réglementaire. Pour y arriver, le programme national de lutte contre les changements climatiques initie une rencontre avec les parties prenantes. Aujourd'hui, c'est pour nous, après quelques années de travail, de pouvoir corriger certaines lacunes qui sont liées au démarrage, notamment en travaillant à renforcer le cadre institutionnel et réglementaire, en travaillant à créer ce cadre commun et cette plateforme collaborative d'échange pour que tous les acteurs puissent ensemble travailler et continuer à respecter nos engagements sur les changements climatiques. Nous, en tant que collectivité territoriale, qui constituons l'échelon plus pertinent dans la mise en œuvre de la politique de l'État, nous estimons que cette rencontre nous permettra d'avoir comme une visibilité sur ce que l'État prévoit et nous permettra aussi d'enrichir nos actions déjà programmées et voir comment au niveau de chaque territoire nous pouvons les rendre pratiques et permettre à chacun de contribuer efficacement à la lutte contre le changement climatique. Pour lutter efficacement contre ce phénomène, l'élaboration d'un projet de loi et la création d'une agence spécialisée sur la question avec des fonds dédiés est envisagée. C'est pourquoi le ministre de l'Environnement et du Développement durable dit attendre beaucoup de cette rencontre. La Côte d'Ivoire tout entière vous attend, car vos résultats que nous souhaitons fructueux marqueront le début d'actions plus dynamiques, plus structurées en matière de climat. Ces actions donc devront être le prolongement des actions déjà menées et anticipées sur les changements de paradigme nécessaires à impulser notre croissance économique à 2 chiffres. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'une stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques 2015-2018. Elle porte, entre autres, sur le renforcement des capacités des acteurs et la promotion des mesures d'atténuation. Abidjan a abrité du 20 au 21 septembre dernier une conférence internationale sur la pratique de nouveaux modèles d'affaires en Afrique de l'Ouest. Il s'est agi pour les participants de plancher sur la question des défis et opportunités liés à la pratique d'une économie inclusive dans la sous-région. Nadia Eja, Cheikh Kone Aboubakar. Selon les statistiques des organismes internationaux, 54% de la population dans 46 pays africains vit dans la pauvreté. La moitié des jeunes est au chômage et 35% ont des emplois vulnérables. Face à cette situation alarmante, l'application d'un modèle économique inclusif est préconisée par les experts. On se rend bien compte que sans les nommer par entrepreneuriat inclusif, certaines entreprises en Côte d'Ivoire pratiquent ce modèle d'affaires dans différents secteurs. Mais ces pratiques ne sont pas à échelle, ne sont pas vulgarisées. Et les contraintes, c'est l'écosystème global en termes de politique, en termes d'accès au financement,
en termes de la qualité des personnes. Pendant 2 jours, les représentants de pays africains ont partagé leur expérience sur la pratique de modèles d'affaires inclusifs. Nous sommes dans l'industrie du karité et nous travaillons avec les femmes du milieu rural comme partenaires, de sorte à leur procurer une indépendance socio-économique. L'économie inclusive sous-entend qu'on implique les personnes vulnérables dans la chaîne de valeur. Et nous croyons qu'au Ghana, plusieurs initiatives sont menées dans ce sens. Soutien important au projet de recherche sur l'inclusion économique des femmes et des jeunes en Afrique, le Canada a invité les parties prenantes à collaborer pour relever les défis et profiter des opportunités de modèles d'affaires inclusifs. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a souligné l'impact d'une telle initiative sur l'économie sous-régionale. L'atteinte des objectifs permettra de jeter les bases de promotion et de vulgarisation des modèles d'affaires inclusifs dans notre sous-région. En ce qui concerne particulièrement la Côte d'Ivoire, notre pays, la politique du gouvernement en matière d'entrepreneuriat vise à créer un écosystème favorable à l'éclosion des PME contenu dans sa stratégie nationale de développement des PME. D'ici à 2025, l'Afrique aura la main-d'œuvre la plus jeune au monde avec plus de 500 millions de personnes. Il est donc impératif de développer une économie inclusive et faire de cette population un atout pour l'économie africaine. Les salons de radio Côte d'Ivoire avaient pour invité le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Kandia Camara s'est prononcé sur les problèmes qui minent l'école en Côte d'Ivoire. Christian Dago, Isaïou. Rentrée scolaire 2018-2019, la qualité de l'école ivoirienne. Voici les grands points abordés par la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, au cours de son intervention à l'émission Les Salons de Radio Côte d'Ivoire. 7 millions d'élèves qui répondent cette année à l'appel du ministère de l'Éducation nationale. Pour quel défi? Vous aurez compris tout de suite que ce dimanche, nous parlerons de l'école ivoirienne. Dès l'entame de l'émission, la ministre a apporté des précisions sur la question des frais annexes au centre des récentes polémiques. En Côte d'Ivoire, l'école étant gratuite au niveau du primaire, donc les parents ne payent pas de droits d'inscription. Mais au niveau du secondaire, tout comme au niveau supérieur, les élèves et étudiants payent des frais. Le gouvernement a pris un arrêté pour fixer ces frais à 3 000 francs. En fonction des besoins de l'école. Si les 3 000 francs ne sont pas suffisants, ce sont les parents eux-mêmes. Et là, j'insiste, ce n'est pas le ministère, ce n'est pas la direction régionale, ce n'est pas l'inspection primaire, ce sont les parents eux-mêmes qui se réunissent et qui déterminent le montant de la cotisation à payer. Kandia Camara a aussi pris la peine d'écouter les plaintes de certains enseignants face aux difficultés du système éducatif. Amani Pascal, instituteur à l'EPP d'Aukro résidentiel. Le problème, c'est que quand nous prenons les enfants du CP1 jusqu'au CM2, le parent qui vient avec l'extrait de l'enfant, l'extrait là ne porte plus le même nom que celui qu'on nous a donné à l'inscription. À la draine d'Aukro. Effectivement, le parent s'en va trouver le directeur et dit mon enfant s'appelle Kwadio Kwasi. Mais quand l'enfant va avoir un jugement plus tard, l'enfant va s'appeler maintenant Kona Kwasi. Alors que dès le CP1, les enfants maintenant ont un matricule qui les suit jusqu'au CM2. C'est une situation qui est déplorable, que nous regrettons énormément. Nous avons lancé une opération l'année dernière d'établissement de jugement supplétif pour nos élèves. Comme je l'ai dit, ils étaient plus d'1 million d'enfants sans extrait de naissance. Grâce à cette opération, beaucoup ont pu avoir un jugement supplétif, mais nous sommes encore à la recherche de financement avec d'autres partenaires pour pouvoir continuer cette opération. L'invité de Radio Côte d'Ivoire a exhorté les parents à s'impliquer davantage dans la formation des enfants. Durant 1 heure, la première responsable de l'Éducation nationale et les journalistes ont entretenu les auditeurs sur le thème « L'école ivoirienne aujourd'hui, acquis et perspectives ».
Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, était l'invité du magazine de ce dimanche. Il est revenu sur l'aspect social de l'action gouvernementale, dont le bilan était au centre de la conférence de presse tenue lundi dernier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Sidi Touré a mis en avant les secteurs prioritaires annoncés par le gouvernement. Voici un extrait de son entretien avec Fatou Fofana. Les Ivoiriens doivent s'attendre à l'accélération de la marche vers l'émergence. Les Ivoiriens doivent s'attendre à une accentuation d'une démarche qui a été déjà structurée dans le cadre du PND 2018-2020 et sur son axe en accord avec l'accélération du capital humain et les aspects en lien avec la pauvreté et la réduction des inégalités. Donc ce sont des secteurs qui vont être adressés, l'éducation. Il y a d'autres secteurs tels que l'eau, l'assainissement, etc. Autant de mesures qui seront reversées à la lecture du chef de l'État et consolidées par son Excellence Monsieur le Premier ministre pour être opérationnalisées par les membres du gouvernement. À très court terme, vous avez entre autres la couverture maladie universelle qui se devra d'être opérationnelle. Vous avez l'accès à l'eau potable qui est une problématique qui a fait l'actualité ces derniers mois. Vous avez l'électrification parce que ce fut aussi une promesse du chef de l'État, l'électrification des villages de plus de 500 habitants. Nous sommes sensibles au fait qu'il ne s'agit pas de poser une action pour la poser, mais il faut aussi aller au-delà de l'action posée et en faire la mesure. C'est ce qui nous permet souvent d'annoncer des éléments statistiques quand nous parlons de 6 000 personnes qui ont bénéficié, par exemple, de raccordement dans les différents éléments attentes en termes d'électricité ou bien de 12 000. Ce sont des chiffres qui sont basés sur des éléments de retour d'information, d'évaluation de l'opérationnalisation des différentes initiatives sur le terrain. La ville de Guitry, dans le sud-ouest du pays, a accueilli la célébration officielle de la Journée nationale de la solidarité. Un événement meublé par la décoration de 15 personnes élevées dans l'ordre du mérite national de la solidarité, la remise de matériel agricole et de tricycles aux femmes de Guitry et de Daïro Didisso, ainsi que l'indemnisation des victimes des crises post-électorales. Thème de l'édition 2018, Ensemble pour une Côte d'Ivoire plus solidaire. Sephora Zegui, Abou Sanougou. Liesse populaire dans la commune de Guitry ce samedi 22 septembre. Parées de leurs plus beaux vêtements, les populations sont sorties nombreuses pour célébrer la solidarité et la cohésion sociale. Il s'agit de la 11e édition de la Journée nationale de la solidarité, JNS. Marietou Koné, ministre de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, a à cette occasion invité les populations à la culture de l'amour, de la tolérance et du pardon. Ensemble pour une Côte d'Ivoire plus solidaire. C'est un thème qui nous invite à développer une culture de solidarité qui renforce la cohésion sociale, qui renforce l'unité nationale, autant qu'elle consolide les bases d'un développement harmonieux. En participant si massivement à l'activité de la Journée nationale de la solidarité, vous manifestez votre ferme volonté de contribuer à bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire davantage conviviale, une Côte d'Ivoire juste, une Côte d'Ivoire équilibrée et surtout une Côte d'Ivoire cohésive, parce que la solidarité est le premier pilier de la cohésion sociale. La Journée nationale de la solidarité, c'est aussi l'occasion pour l'État de Côte d'Ivoire de magnifier tous les actes de solidarité posés par des personnes physiques ou morales. 15 personnalités de la région du Lodjibois ont été décorées pour les actes de solidarité posés dans leurs différentes communautés. 4 ont été faits commandeurs, 1 officier et 10 chevaliers, tous dans l'ordre du mérite national de la solidarité. C'est un nouveau jour pour moi. Depuis près de 17 ans que je suis sur le terrain, je n'ai jamais reçu de distinction. Aujourd'hui, vraiment, c'est un honneur pour moi de voir que l'État de Côte d'Ivoire ait pensé à moi. C'est un sentiment de joie, de fierté, mais aussi de reconnaissance et de gratitude à l'endroit de Madame la ministre, donc de l'État de Côte d'Ivoire, qui reconnaît les efforts qui sont fournis par les citoyens pour agir dans le sens de l'État. Au terme de cette journée,
Marietou Koné a fait un don de matériel agricole et de tricycles d'une valeur de 28 millions de francs CFA aux femmes de Guitry et de Daïrou Didisso et 2 300 000 francs CFA en guise d'indemnisation à 4 victimes des crises post-électorales. Le centre de secours d'urgence de la région du Sud Comoé est fonctionnel. Offert par le conseil régional, il a été inauguré par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le centre d'urgence permettra de faire face aux cas de sinistres, notamment les accidents de la route. Moussa Konati. Le centre de secours d'urgence de la région du Sud Comoé est situé à 5 km d'Aboasso, chef-lieu de région. Construit sur un espace d'1 hectare, il dispose d'une salle d'instruction, une salle multimédia, des bureaux, un réfectoire et des dortoirs. Une réalisation du conseil régional du Sud Comoé. Coût du projet, environ 245 millions de francs CFA. La construction du centre de secours d'urgence répond à notre souci de mettre en œuvre l'ambitieux programme de développement de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, en raison de l'important trafic routier sur cet axe international Abidjan-Lagos. Ce centre vient ainsi régler la question de la lenteur ou des difficultés d'intervention en cas de sinistre sur cet axe. Avec un effectif de 57 sapeurs-pompiers, dont 5 filles, le centre de secours d'urgence de la région du Sud Comoé bénéficie d'équipements pour faciliter les actions des agents en cas de sinistre. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité procède à son inauguration. Après San Pedro, Gagnoa, Boaflé, Odiéné et Daroua, nous voici aujourd'hui à Aboasso pour procéder à l'inauguration du CSU de la région du Sud Comoé. Ce centre de secours d'urgence qui a pour mission la sauvegarde des biens et des personnes par des actions de secours d'urgence en cas d'accident, de sinistre, de catastrophes naturelles, industrielles et technologiques, qui a également pour mission des actions de lutte contre les incendies domestiques, les feux de brousse, les inondations, sur l'ensemble du territoire de la région du Sud Comoé et de ses alentours, nous paraît être un outil essentiel au développement de cette région. Fonctionnel depuis plusieurs mois, le centre de secours d'urgence de la région du Sud Comoé enregistre à ce jour 431 interventions. Le ministre de l'Artisanat a pour sa part rencontré dans la commune de Koumassi 500 ferrailleurs menacés de déguerpissement. Sidiki Konaté les a appelés au calme et a promis de trouver une solution à leur situation. Francis Boifou. Koumassi, dans le prolongement du camp commando. 500 artisans sont menacés de déguerpissement. Nous sommes sur la haute tension. Haute tension, ce n'est pas habitable, à défaut des sites, raison pour laquelle nous nous retrouvons ici. Mais force est de constater qu'on est l'objet permanent des demandes de mise de déguerpissement émanant des tierces personnes. À l'origine, c'est un opérateur économique qui se dit propriétaire de l'espace. Il est venu avec un détachement de gendarmes en vue de nous déguerpir. Comme depuis bon nombre d'années, on nous dit que cet espace ne peut pas être vendu, on a été surpris qu'un opérateur puisse avoir l'espace. Il achète à qui? Nous sommes allés à la rencontre du premier magistrat de la commune pour comprendre. La mairie n'est ni de près ni de loin mêlée à ces opérations d'attribution de terrains situés en bordure de boulevard parce que si vous regardez les textes, ces terrains ne sont pas sous la responsabilité du maire. Informé, le ministre de l'Artisanat, Sidiki Konaté, s'est saisi du dossier. Il s'est rendu vendredi sur le site à Koumassi pour échanger avec les ferrailleurs. Je suis venu vous demander beaucoup de calme et de la patience. Nous avons commencé à regarder au niveau des réserves de l'État. Nous avons identifié un site. Nous sommes en discussion avec les propriétaires villageois pour que ce site, en rapport avec le plan d'aménagement, soit retenu comme le site définitif où les artisans de Koumassi, de Treichville, vont être recasés. L'artisanat ivoirien, c'est 250 corps de métier. Les populations de la région du Bafing ont rendu hommage au président de la République pour ses actions de développement en leur faveur. C'est une initiative du président du conseil régional du Bafing et de l'ensemble des cadres et élus. F. Bouy. Touba, la cité de l'Arbre Céleste, chef-lieu de la région du Bafing, accueille ce jour les populations de diverses origines venues des 3 départements du Bafing, Touba, Ouaninu et Koro. Répondant à l'invitation de Diomandé Lassina, président du conseil régional du Bafing,
Objectif de cette mobilisation, rendre hommage au président Alassane Ouattara pour avoir changé le visage de leur région. En effet, en quelques années seulement, le Bafing présente une allure plus reluisante dans presque tous les domaines. Depuis 2011, en termes de l'électrification, il n'y avait que 5%. Aujourd'hui, nous sommes à près de 35%. Dans le département de Koro, beaucoup d'actions ont été menées, à savoir des actions de développement comme la construction des écoles. Le collège de Koro qui est érigé aujourd'hui en lycée moderne, grâce aux actions de développement qui ont été posées. Nous avons des actions qui ont été posées également dans le domaine de la santé, à savoir les centres de santé qui ont été construits à Morifenso. Il y a quelques années, Touba n'avait pas ces kilométrages de bitume. Mais cela a été fait grâce à la générosité et à la bonne vision du président de la République, Alassane Ouattara. Tout cela bénéficie à améliorer la qualité de vie de nos populations. Le président de la République a véritablement fait ce qu'il doit faire pour que justement le Bafing soit dans le train de l'émergence. De meilleures conditions de vie pour le peuple Maou, un hommage reconnu et mérité. Nous, Alassane est un modèle pour nous. Nous voulons donc suivre ses traces. Alassane Ouattara, nous l'appelons ici semeur de développement. Il sème le développement dans le Bafing. Et en cela, nous lui disons Alassane Ibarika, Inike, Idouaoudé. Quelqu'un qui a apporté la stabilité dans un pays, c'est tout à fait normal que nous l'encourageons, nous le soutenons. Il y ait la paix en Côte d'Ivoire, que les enfants de Côte d'Ivoire reconnaissent à notre président émérite, le docteur Alassane Ouattara, le bâtisseur de la Côte d'Ivoire nouvelle. Car avec lui, nous irons à l'émergence très bientôt. Une émergence dont les jalons sont déjà posés et la région du Bafing entend bien entendu y prendre part dans la paix, l'amour et la cohésion sociale pour le bonheur de tous. Faisons à présent le tour du monde en 7 jours. Le 7 sur 7, c'est avec Laurence Acho et Abou Sanougou. La Cour pénale internationale a confirmé lundi la peine infligée en première instance à l'ex-chef de guerre congolais Jean-Pierre Bemba pour subornation de témoins dans le cadre de son procès principal pour crime de guerre. Jean-Pierre Bemba avait été reconnu coupable d'avoir corrompu 14 témoins, présenté de fausses preuves et sollicité la déclaration de faux témoignages. La Chambre le condamne à une peine de 12 mois d'emprisonnement suivie d'une amende de 300 000 €, soit 196 500 000 francs CFA. Jean-Pierre Bemba ne retournera plus en prison, compte tenu des années qu'il a déjà passées en détention provisoire. La guerre commerciale entre Washington et Pékin se durcit. Donald Trump tient sa promesse, puisqu'il n'obtient pas de concessions suffisantes sur l'ouverture des marchés chinois. Il relève de 50 à 200 milliards de dollars sur la liste de produits chinois qui seront taxés à l'entrée du territoire américain. Le président américain écarte de cette liste quelques produits tels que les montres numériques d'Apple et les sièges automobiles de bébé. Les deux dirigeants des deux Corées se sont mis d'accord sur certaines mesures visant à dénucléariser le Nord. Un accord qui se concrétise après une troisième discussion directe en 6 mois. Pyongyang s'est dit prêt à fermer de façon permanente son site d'essai de missiles de Tongchang-ri en présence d'inspecteurs internationaux. La Corée du Nord s'est aussi engagée à fermer de façon définitive son principal site de recherche nucléaire de Yongbyon. Un scandale a éclaté au Libéria autour de la disparition de conteneurs et de sacs remplis de billets de banque. L'enquête a confirmé que le montant total de l'argent disparu est de 15 milliards de dollars libériens, soit 54 milliards 365 millions de francs CFA. Sur la liste des personnes ciblées figure le fils de l'ancienne présidente du Libéria, mais aussi l'ex-chef de la Banque centrale du Libéria. Pas de changement de constitution en Mauritanie. C'est ce qu'a déclaré le président Mohamed Ould Abdel Aziz. Appelé à se représenter alors que la loi l'en empêche, le chef de l'État assure qu'il ne va pas modifier la constitution pour un 3e mandat, mais n'acceptera pas de laisser le champ libre à ceux qui ont détruit et pillé les ressources du pays. Le bilan du naufrage du ferry Nyerere dans le sud du lac Victoria s'est encore alourdi à plus de 200 personnes au 3e jour des opérations de recherche. Une touche de joie au cœur du drame. Un survivant a été extrait de l'épave au large de l'île d'Ukara.
Le président tanzanien a décrété 4 jours de deuil national depuis vendredi et ordonné l'arrestation des opérateurs du navire. Au moins 29 morts et 57 blessés dans un attentat à Avaz en Iran. Remonté ce dimanche contre les Occidentaux et les Saoudiens, accusés de complaisance ou de soutien au terrorisme, la diplomatie iranienne a convoqué 3 diplomates européens, à savoir les ambassadeurs des Pays-Bas, du Danemark et de la Grande-Bretagne au ministère iranien des Affaires étrangères. Fin de ce 23h, merci de votre fidélité. Très bonne fin de soirée. À demain pour une autre édition.